créer 600 000 emplois, ils n'ont pas besoin que l'État vienne leur dire comment on crée 600 000 emplois. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à disposer du financement que l'État, lui, doit mettre en place, des capacités économiques que l'État doit mettre en place pour qu'on y arrive. Lorsque vous êtes dans un pays qui va dépenser quand même 800 milliards pour acheter les produits de première nécessité, 800 milliards, si vous prenez les 800 milliards et que vous financez les jeunes avec ça, parce que vous allez leur dire, messieurs, je ne veux plus qu'on importe du poisson, je ne veux plus qu'on importe du riz, je ne veux plus qu'on importe du blé, vous allez le produire. Vous produisez du riz, le blé ne pousse pas naturellement ici. On va faire du pain avec de la farine d'igname, avec de la farine de patate. C'est 3 mois la patate. C'est exactement la même durée que le riz. Vous dites à ces jeunes gens, vous allez élever du poisson. C'est 3-4 mois pour élever du poisson. Donc vous avez 800 milliards. Ce n'est pas un plan triennal de 100 milliards. C'est 800 milliards que vous empêchez de dépenser à l'extérieur et de permettre que les autres envoient leurs enfants à l'école, construisent des maisons et après viennent quand même vous narguer dans leurs médias. Donc, ce que vous avez à faire, c'est ça. Il y a un incendie à Chamalières où on fabrique le franc CFA dans une stratégie grave d'asphyxie monétaire de l'Afrique. Et vous écoutez le président parler, vous vous dites, mais il y a quand même un problème. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il n'a pas vu que tout de suite, là, les gens sont en train de dire, vous manquez de petites monnaies. Bientôt, c'est même des billets dont vous allez manquer parce qu'on ne pourra même pas les fabriquer. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ça, c'est un peu comme soigner quelqu'un qui a du paludisme avec du paracétamol. Le paracétamol ne soigne pas le paludisme, le paracétamol va faire chuter la fièvre. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de revenir aux fondamentaux. Quels sont les éléments de souveraineté d'un pays? Le premier et le plus important, parce qu'en fait, tout le reste là, tant que je contrôle la monnaie, je contrôle votre pays. Vos lois, vos drapeaux, vos armées, tout ça, je les contrôle. Donc, le premier élément, la première chose, la demande forte de la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas de lui donner de l'argent. La demande forte de la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas de lui donner 1000 conseils de patriotisme. Ils ont eu le temps de le prouver. Ils sont patriotes, ils aiment leur pays avec toutes leurs tripes. Comme eux, ils ont réalisé cette partie, le travail du président aujourd'hui, c'est de leur donner l'élément de souveraineté qui va leur permettre de construire leur pays. Vous êtes dans un pays où on achète tout, on importe tout. Le président, non. Les jeunes auraient attendu que le président dise bon, on va lancer 10 000 hectares de production d'igname. On va lancer des ranches qui vont élever 10 000, 100 000, 1 million de porcs. Voilà ce que les jeunes attendent. Maintenant, le fonds de garantie, vous dites, en fait, tout ce que vous annoncez, vous dites, on va le faire. Et dans un pays où, depuis 60 ans, on est sur le régime de on va le faire, il y a quand même un problème. Maintenant, pour chuter, il y a quand même une chose qu'il faut reconnaître au président. Parce qu'après, on peut critiquer, mais on ne peut pas dire que le président n'a jamais rien fait dans ce pays. Si on le dit, je crois qu'on est malhonnête et je crois qu'on n'est pas sérieux. Parce que d'ailleurs, ici, autour de cette table, il n'y a personne ici qui n'a jamais rien fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le discours du président, et c'est peut-être la seule chose qu'on peut retenir, c'est cet appel à plus d'unité, et c'est cet appel de plus en plus nouveau vers une synergie entre ceux qui sont au Cameroun et leur diaspora. Nous avons intérêt à être unis. Pas seulement la diaspora et ceux qui sont ici, mais nous avons intérêt à être un peu plus unis à l'intérieur de notre pays. Parce que c'est l'unité, c'est l'union qui va faire la force de notre pays et qui va nous permettre de résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Yves Bama. Oui, je voudrais commencer ce propos en rappelant un extrait du discours du président. Il nous a dit qu'il y a sur la scène publique camerounaise des contenteurs qui savent tout, qui critiquent tout, bref, qui blablatent sur les plateaux de télévision et de radio pour vous dire que non, c'est comme ça, il faut aller. Et quand vous les écoutez, ils disent tout et le contraire de tout. Voilà les gens qui sont en train de vous dire, vous avez suivi l'intervenant tout à l'heure, le philosophe, il vous dit que la diaspora va venir chercher quoi dans la boue, il y a de la boue là-bas, ils ne sont pas habitués. Voilà, monsieur Raphaël Abouem, un éminent membre de la diaspora. Il est venu dans cette boue et il met beaucoup d'argent dans cette boue. Il y a lui qui est comme ça. Il y a beaucoup d'autres qui sont comme ça dans cette boue. Ah, je n'ai pas compris. Ok, merci. Ils vont venir faire quoi dans la boue? Et vous dites tout à l'heure, je vais relever peut-être que je n'ai pas compris beaucoup de choses. Vous dites une fois de plus que les jeunes n'ont rien à attendre. Les jeunes ne veulent pas qu'on leur donne de l'argent. Et vous êtes en même temps encore en train de dire
que les jeunes attendaient qu'on leur dise non, voilà, venez, on va faire, il faut de l'igname, il faut de ceci, il faut ceci, il faut cela. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut éviter de faire de la critique pour la critique. On peut comprendre qu'une certaine partie de la jeunesse camerounaise ait le sentiment de ne pas se retrouver dans le discours du président. Et pourquoi cette partie aurait le sentiment de ne pas se retrouver dans le discours du président? Simplement parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont tellement importants que quand vous posez un acte, on a tendance à ne pas le voir. On peut comprendre. Mais on ne peut pas accepter qu'on nous dise ici que le président n'a rien dit. La seule chose qui a retenu, c'est l'appel à l'unité. Non. Le retour de ce fonds de garantie est salutaire pour les entrepreneurs camerounais. Depuis un certain nombre d'années, qu'est-ce qu'on n'entend pas? On entend les gens vous dire, nous n'arrivons pas à accéder au financement des banques parce que les banques veulent des garanties. Vous-même, vous avez parlé d'une garantie de 300 millions tout à l'heure. Quel est le jeune qui aurait cette garantie? Or, les jeunes ont quoi aujourd'hui? Les jeunes ont... Si. Parler de garantie. Non, c'est moi qui en parle. Vous avez dit tout à l'heure... J'ai dit une garantie. Non, vous avez dit... De caution, voilà. Vous avez parlé de caution. 500 millions. Les jeunes vont les prendre où? C'est pas... Actuellement, ce que les jeunes ont dans leur sac, ce sont des projets. Ce que les jeunes ce sont des entreprises et ils ont besoin d'être soutenus. Le président a écouté ces jeunes. Il a compris quel est le besoin de ces jeunes et il a dit, OK, on remet ce fonds. Parce que ce fonds vient un peu rappeler l'ancien FOGAP. Vous voyez, on remet ce fonds pour dire, les banques demandent des garanties. Dorénavant, les jeunes peuvent aller, vous avez un projet, il est bancable, vous allez vous présenter, la banque vous demande la garantie et le fonds vient vous garantir, vous dit, voilà ce que nous proposons. Donc on ne peut pas dire que le président n'a rien dit. Le président, au contraire, a tout dit dans ce discours. Le sentiment de ne pas se retrouver que les jeunes ont vient de ce que le besoin est énorme. Et je vais insister sur un autre élément extrêmement important parce que, au-delà d'avoir célébré le Lion des Indomptables, au-delà d'avoir fait le bilan de tout ce qui a été fait et que certains nient. Alors que sur le terrain, on voit bien des démembrements. Et il vous souvient que le ministre de la Jeunesse, M. Mounouna Fosso, a fait au moins 2 tournées nationales pour donner du matériel aux jeunes, pour donner des financements aux jeunes. Et les médias ont filmé. Ouais. Il a même fait une espèce de bilan, je pense que c'était le 26 mars 2021. Il a fait une espèce de bilan à son cabinet avec les responsables où il constatait que beaucoup de jeunes ont été financés, mais ils ont pris la poudre d'escampette, ils sont partis avec l'argent. Par contre, d'autres sont allés sur le terrain, ils se sont installés, ils ont fait des choses qui commencent à être visibles. Une fois de plus, c'est la proportion assez importante du besoin qui fait que ce qui se fait, ce qu'il y a de concret sur le terrain ne soit pas visible. Mais ne disons pas que rien n'a été fait, on ne peut rien retenir, non. Où sont les emplois? Si vous voulez savoir où sont les emplois, allez au ministère, allez leur demander les chiffres. Quand le président, s'il vous plaît, quand le président de la République fait une annonce, il fait une annonce sur la base des éléments qu'on lui donne. Vous allez au ministère, ils vont vous dire, OK, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, suivez, non, j'en viens. Quelqu'un m'a posé la question sur un plateau, me dit, est-ce que je peux lui dire où se trouve un de ces 132 villages? Je lui ai dit non, allez au ministère, demandez-leur. Par exemple, les 13 villages de la région de l'Est, quand on vous donne des noms, vous allez voir sur le terrain des jeunes qui font... Les jeunes, ce n'est pas seulement les plateaux télé, ce n'est pas seulement Facebook. Les jeunes sont dans la vie, ils travaillent, ils font un certain nombre de choses. Et vraiment, au lieu de les décourager, accompagnons-les en leur disant que, OK, une fois de plus, le président vient de vous donner un outil qui va vous galvaniser. Appropriez-vous cet outil et travaillez pour que le Cameroun soit ce que nous voulons qu'il soit. Au lieu de venir leur dire que, bon, il n'y a rien dans le discours circulant. Samuel Zoké, est-ce qu'il n'y a pas plus d'effet d'annonce dans le discours du chef de l'État? Bouba, je te remercie beaucoup pour cette question parce que, voyons-nous, on fait dire des choses au chef de l'État. Soyons sérieux. Le chef de l'État est même en déphasage avec la thématique. La thématique, c'est quoi? C'est jeunesse volontaire, engagée, face aux défis du Cameroun. Maintenant, quand on rentre dans cette jeunesse, qu'est-ce qui fonde cet engagement volontaire? C'est le patriotisme. Mais nous voyons que l'élan du patriotisme est presque mis en berne. Je vais embrayer sur ce que nos panélistes ont dit. Lorsqu'on vous dit pour développer un pays, voilà la méthode. Et certains estiment que c'est un discours, c'est les effets d'annonce des plateaux de télévision. Je crois que ce n'est pas sérieux. Le Cameroun aujourd'hui peine à lever sur le marché sous-régional la bière, je parle sur le contrôle de M. Adam, 100 milliards de francs pour financer son économie. C'est depuis le 10 janvier. Tout le monde le sait. Donc il faut quand même qu'on soit sérieux lorsqu'on pose les problèmes de ce pays. Vous avez une jeunesse aujourd'hui, on nous parle de la diaspora, je vais en venir. Mais la diaspora, c'est qui?
c'est la grande majorité des Camerounais qui, ne pouvant pas vivre décemment au Cameroun, ont pris la voie de l'exil. Si je peux le dire. J'ai dit la grande majorité. Ils ont bravé les mers et tout ce que nous connaissons et que nous déplorons. Ceux-là, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, le premier réflexe, c'était d'acquérir la nationalité. Ou alors de pouvoir être des résidents dans ces pays-là. Et lorsqu'ils ont pu avoir cette possibilité d'être des résidents, c'était à travers la nationalité. Pourquoi le problème de la double nationalité ne se pose pas au Cameroun quand on parle de la diaspora? On ne peut pas parler de la diaspora camerounaise tant qu'on n'a pas évacué la question de la nationalité. La double nationalité. La double nationalité. Vous ne pouvez pas demander aux gens de revenir au Cameroun alors que vous en faites des étrangers. Parlons du football. Vous avez vu qu'on a voulu, à un certain moment, éliminer Samuel Eto'o de la course pour les élections à la Fédération camerounaise de football, estimant qu'il avait une autre nationalité camerounaise, ce qui est tout à fait vrai. Mais combien de chefs d'entreprise aujourd'hui, en Europe, ont peur de revenir au Cameroun pour qu'on leur brandisse ça comme un éventail? Évacuons le problème de la double nationalité. Et lorsque le président de la République parle aux Camerounais à une période aussi déterminante, à un moment aussi précis, où on demande à la jeunesse de faire une participation volontaire au défi de l'heure. La participation volontaire, c'est quoi? Ça veut dire que ça doit être libre et ça doit être gratuit. Pour des gens qui vont laisser tout ce qu'ils ont pu acquérir pour venir au Cameroun, se mettre au service de leur nation de manière libre, il faut que dans leur conscience, qu'on leur garantisse au moins qu'ils sont Camerounais. À partir du moment où on ne reconnaît pas la camerounité des Camerounais de la diaspora, inutile de les invoquer. Et ça, je dis, c'est des effets d'annonce pour répondre à votre question. Maintenant, il y a des problèmes sérieux au Cameroun. L'indice de consommation aujourd'hui est en train de monter. Il grimpe inexorablement. Le kilogramme de riz le moins cher au marché aujourd'hui, c'est 500 francs. Combien sont capables de l'acheter par jour? Le kilogramme de poisson et autres. Monsieur Timbal vous a dit pourquoi on est rentré englué dans ce système de société de consommation qui n'arrive pas à produire, parce qu'on n'a pas créé les mécanismes pouvant aider la jeunesse camerounaise à devenir une jeunesse productrice. Les activités pour lesquelles nous faisons la promotion aujourd'hui, c'est des activités fluctuantes qui n'ont aucun impact sur le développement du pays. Donc quand on reste dans ce genre de clichés-là et qu'on ne dit pas la vérité, et qu'on ne se pose pas les vrais problèmes. Les défis aujourd'hui du Cameroun, c'est quoi? Le premier défi du Cameroun, c'est un défi politique. C'est le défi de la transition. M. Biya a pratiquement plus de 90 ans, plus de 80 ans. Tous ceux qui l'entourent sont dans le même sillage. De manière naturelle, ils doivent partir d'ici 10 ans. Si nous voulons aller vers une jeunesse... Ils partir avant eux, hein? C'est pas là le problème, monsieur, et ne me coupez plus. Non, voilà. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème de la transition doit être un problème majeur. Comment on organise la transition? On organise la transition en formant les jeunes qui sont là actuellement. C'est en leur dotant de l'expérience nécessaire, et on ne peut les doter de l'expérience nécessaire que si on les responsabilise. Ça veut dire si on les intègre dans les différents maillons des chaînes de décision et de prise de décision. C'est là où la jeunesse va s'approprier, les mécanismes normaux de gestion d'un État. Et c'est là où la jeunesse va être ce véritable fer de lance de la nation pour lequel nous tous nous sommes tournés. Je vous prends un cas. Tout à l'heure, M. Yam Timbal l'a dit. Nous avons un problème de leader. Qu'est-ce que nous avions au Cameroun comme modèle, comme leader? Nous avons vu quand l'État a voulu faire la promotion de la CAN. Qu'est-ce qu'on nous a amené comme influenceurs? C'est là le problème. Quels sont les modèles qu'on crée dans ce pays? Et ça, c'est un problème. Et M. Bouba, je vois, vous voulez me couper, mais ce que je voudrais encore dire, quand vous prenez par exemple des institutions pour lesquelles, qui doivent véritablement animer la vie politique du Cameroun, ou alors la vie sociale, économique du Cameroun, telle que l'Assemblée, où là-bas, il n'est même pas permis de faire le débat. M. Cabral Libi, qui aujourd'hui est un leader, c'est toujours le thème, sans toutefois être un modèle, mais qui a montré qu'il voulait faire bouger les choses. Il nous l'a dit qu'il va à l'Assemblée pour faire bouger les choses. Mais lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a muselé. M. Libi ne peut pas parler.
l'Assemblée nationale a un règlement intérieur. S'il vous monsieur. plaît, ne me coupez pas, ça fait preuve d'une mauvaise éducation. Je ne voudrais pas vous le rappeler. Si je viens sur un plateau de télévision, c'est pour qu'on m'écoute. Et qu'on me dise, monsieur Zoké, c'est que vous avez dit... On vous laisse. Non, vous avez vos temps de parole. On vous a appris ça au RDPC. C'est tout ce qu'on vous apprend dans vos chaumières. De venir couper les gens. Et ne me coupez pas, monsieur. Vous n'avez pas le droit. L'Assemblée a un règlement intérieur, je vous le dis. Et ce que je vous dis donc, l'Assemblée a un règlement intérieur. On prend la parole et la prise de parole est définie dans le règlement de l'Assemblée nationale. Oh là là. Si. D'accord. Ce que je voudrais dire, monsieur Bouba, s'il vous plaît, en une minute. Parce que mon temps de parole est quand même en train d'être érodé par ce monsieur. Justement. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut aujourd'hui que nous ayons des modèles. Et ces modèles-là, on doit leur donner la possibilité de s'exprimer, la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Monsieur Abouem est rentré au Cameroun. Je ne vais pas rencontrer ces difficultés, lui-même n'en parlera pas ici. Mais on est dans un environnement tel que quand un jeune veut véritablement émerger, on crée des mécanismes pour l'étouffer. Nous avons vu lors de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, où on vous a dit on ne voudrait pas de Samuel Eto'o parce qu'il va venir prendre ou alors mettre en arrière-plan le chef de l'État. Mais nous avons vu au niveau de la finale. Et c'est là où il faut remercier donc le chef de l'État. Parce que nous avions quand même cette chance. Et M. Abom, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le Cameroun a une chance unique d'avoir cet homme qui prend quand même la mesure de la chose et qui dit « ceci ne nous permettait pas que ça se passe dans mon pays ». Et ça nous permet quand même cette stabilité pour laquelle nous sommes fiers aujourd'hui. Voilà, merci de souligner quand même, de préciser que les actes posés parfois par les collaborateurs du chef de l'État n'engagent pas forcément le chef de l'État. Ceux qui le font pour leur petite bataille, leur guerre de lobby, leur guerre de positionnement. Et on ne peut pas dire avec certitude que le président avait donné son aval à cette façon de faire et puis qu'il soit... Non, j'ai dit que cela a été fait. On relativise, tout simplement parce qu'on ne peut pas le dire avec certitude. Donc on essaye simplement d'apporter cette précision. Pour revenir sur le débat, la diaspora qui a été encouragée par le chef de l'État à revenir, est-ce que cette diaspora a toutes les facilités, toutes les conditions sont réunies pour permettre à cette diaspora non seulement de revenir et de pouvoir relancer le développement? Alors je suis un peu mal à l'aise parce que j'aime pas parler de moi. Mais dans le cas où nous sommes, je vais prendre que l'exemple sur moi. Et ça peut inspirer. Alors, j'ai un passeport français. Je suis français. Je suis contribuable français, c'est-à-dire que je paye mes impôts en France. Je suis résident français. Pour ceux qui me connaissent intimement, le cadre où je vis en France, comme il a dit, je pense que je fais partie des 10% des Français les mieux nantis. Mais l'amour que j'ai pour le Cameroun n'a pas de prix. C'est-à-dire que même s'il faut que je vienne dormir dans la boue pour contribuer au développement du Cameroun, je le ferai comme je le fais depuis 2016. Je tiens juste à rappeler que dans le cadre de la contribution, chacun à son niveau du développement de notre pays, moi je suis dans le monde de la communication, j'ai lancé le journal Signature pour mon père Pierre Lebon, qui est directeur de publication, qui a pris tous ses amis qui allaient à la retraite. Et on a lancé le journal Signature. Je pense que tout le monde peut aller faire les comptes. Si on regarde ce que Signature a déjà payé aux différentes imprimeries où on imprime le journal qui sort toutes les semaines, nous sommes à plus de 200 millions et je le fais de ma poche. Mais vous savez, j'ai aussi des gens autour de moi qui se moquent de moi en disant « il dort à l'hôtel, il dort au Hilton, il n'a pas un terrain au Cameroun, il n'a pas une maison ». Mais je veux dire à ceux-là que pour le bien de mon pays, je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui et pour moi, avoir un immeuble n'est pas plus important que de contribuer à l'éducation de la jeunesse. Parce que la presse, les journaux, la télé, le premier devoir de la presse, c'est d'éduquer. Et on dit qu'un peuple qui est éduqué est un peuple qui est prêt à défendre ses intérêts face à l'ennemi. Et je pense que à ce sujet, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ma position, c'est-à-dire ils sont prêts à venir au Cameroun sans condition, sans poser des questions. Mais là où il commence à avoir de problèmes, c'est quand on voit que nous faisons des gros efforts et quand on parle de la diaspora,
on ne nous appelle pas. Moi, je vais prendre un exemple. On a organisé lors du grand dialogue. Oui. On a appelé la diaspora. Mais les gens qui ont organisé ça ont pris des infirmiers, des machins, à qui ils ont payé des billets d'avion. Les gens qui ne sont même pas représentatifs de la diaspora, c'est eux qui ont amené. C'est regrettable. Alors que vous avez la vraie diaspora qui est là, qui attend que le Cameroun l'appelle, ils sont prêts à venir mettre de leur argent. Est-ce que moi, quand je viens au Cameroun, j'ai besoin que le gouvernement me paye un billet d'avion? Non, est-ce que toutes les semaines, quand je sors 700 000 pour payer l'imprimerie, je m'avais demandé, et vous pouvez vérifier, Signature n'a jamais eu, depuis 2016, Signature n'a jamais touché l'aide à la presse au Cameroun. Donc c'est pour dire que le chef de l'État, dans ses discours, a une bonne vision. Mais le problème, ce n'est pas ces annonces. Le problème, c'est ceux qui sont en charge d'implémenter ces annonces. Et je crois que le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes, c'est qu'ils ont le pouvoir et la capacité de faire changer les choses. Première des choses, il faut que les jeunes, massivement, aillent prendre leurs cartes de vote, les cartes d'électeurs. Parce que les crises économiques et politiques dans lesquelles le Cameroun s'est retrouvé pendant des décennies a quand même tué tout le tissu social. Je vais vous prendre un exemple. Allez dans les quartiers. Combien de mairies ont construit ce qu'on appelle les maisons des jeunes? Combien de mairies au Cameroun ont construit les maisons des jeunes? Parce que comment les jeunes se retrouvent? Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus un cadre où ils peuvent se retrouver. Ne faisons pas la démagogie. Ne regardons pas les jeunes qui font la politique, qui sont encadrés au sein de leur parti. Encore que même ceux-là, quand on regarde le sort qui est réservé à la fin des élections, je n'ai pas envie d'être à leur place. Mais moi, je vais parler des jeunes qui sont apolitiques. Parce qu'ils sont un peu comme nous, la diaspora, qui avons les passeports étrangers. On n'a plus droit à rien au Cameroun. Parce qu'à chaque fois, quand vous voulez, on vous dit non, vous avez un passeport. Donc du coup, moi, en ce qui me concerne, je n'aspire à rien. Je ne veux rien. Je contribue au développement de mon pays. Point barre. Aujourd'hui, la jeunesse. Le président parle de la jeunesse, mais en réalité, il doit savoir que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Moi, je suis un gars de Biémassi à Yaoundé. Allez à Biémassi, est-ce qu'il y a une maison de jeunes à Biémassi? Est-ce que les jeunes de Biémassi, ils sombrent tous dans l'alcool, la drogue, parce qu'ils ne sont pas occupés? Il n'y a pas de magie à s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, avec la décentralisation, moi, je crois que c'est le plus beau cadeau que le président ait fait à la jeunesse. On va un peu fonctionner comme dans les pays développés. Comme il a dit tout à l'heure, prenons les exemples des pays développés. En France, par exemple, que je connais bien, il y a les maisons des jeunes. Ce sont des maisons apolitiques. C'est-à-dire que tous les jeunes, je prends par exemple à Verneuil-sur-Seine où je suis, il y a une maison des jeunes, tous les jeunes ils viennent là. C'est là où on recense les qui ont les meilleurs diplômes, à quel endroit ils peuvent servir, les qui sont des techniciens, où est-ce qu'on peut les mettre. Et les élus sont donc chargés de prendre ces CV et aller faire le lobbying pour caser ces jeunes. Et c'est comme ça que le tissu social est créé. Ça fait qu'il y a un espèce de répertoire national en fonction de chaque ville, chaque arrondissement. On sait ce que chaque jeune sait faire ou ne sait pas faire. Et en fonction de ça, on fait leur promotion ou on ne fait pas leur promotion. Mais le problème, c'est qu'au Cameroun, quand on va vous parler de la diaspora, vous allez être assis devant votre télé, vous voyez des gens. Parfois, en France, ils ne font rien. Ils ne font pas de politique, ils ne sont pas dans l'économie, ils sont dans rien, mais comme par hasard, ils ont un oncle ou un cousin qui est quelque part et ils se retrouvent là. Et c'est pour ça que le pays ne marche pas. C'est pour ça que la jeunesse est un peu désœuvrée. Comme il a dit, prenons l'exemple du Nigeria. Quand moi je vois Dangote arrive au Cameroun, c'est une icône, il est célébré. Mais Dangote, c'est qui? Dangote, c'est un jeune homme à qui Obasanjo a fait confiance. Aliko Obasanjo, je ne vais pas citer les noms ici, mais je connais une personnalité, ceux qui veulent, qui m'appellent, je leur donnerai leur nom en privé. Il était assis à la table le jour où Obasanjo était avec ses amis, il a dit, bon, on s'est fait vieux. Moi, en politique, je vais bientôt partir. Vous, homme d'affaires, vous allez bientôt prendre votre retraite. Comment est-ce qu'on organise au pays? Qui va vous remplacer?
Et ces gens ont donné des noms. Et le président Obasanjo a donné à chacun un secteur de l'économie qu'il était chargé de développer. Je prends le cas de Dangote. Ils ont donné à Dangote le secteur du riz et du sucre. On lui dit, on te donne l'importation du riz et du sucre pendant 2 ans. Tu as le monopole. Mais derrière, tu as l'obligation de développer l'agriculture du riz et du sucre. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'est plus seulement dans le riz et le sucre, il est aussi dans le pétrole. Je veux dire que pour créer des emplois, concrètement, M. Bouba, dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Il faut que le pouvoir crée des champions dans chaque région du Cameroun, mais que le casting se fasse de façon objective. Ne prenez pas des gens qui rêvent juste d'avoir un passeport, un billet d'avion en business class pour aller se balader en France. Prenez des gens qui ont déjà une certaine maturité de la vie, qui n'ont plus besoin qu'on leur paye un billet d'avion en business. Confiez-leur la création d'une usine qui va créer 300, 500 emplois. Si vous faites ça dans chaque région du Cameroun, le pays va se développer, la jeunesse va se sentir concernée, la jeunesse va avoir de l'emploi. Ce n'est pas sorcier. Et le Cameroun, il faut le préciser, le Cameroun a l'argent pour le faire. Mais le problème, c'est que ceux qui sont autour du chef de l'État ne veulent pas mettre en application les discours qui servent à la jeunesse. Alors, on s'en parle là vraiment en un mot d'abord avec vous sur ce discours du chef de l'État. Écoutez, excusez-moi, pardon, je n'ai pas retenu votre nom. Yves Abama. Yves Abama. Yves Abama, je ne vais quand même pas dire mon voisin. Monsieur Abama, notre présence sur ce plateau, ce n'est pas pour dire des choses désagréables les uns sur les autres, ni pour nous envoyer des flèches. Notre présence sur ce plateau, c'est pour nous demander là. Voilà 5 jeunes Camerounais qui sont là, il y en a un qui est modérateur. Les gars, en sortant d'ici, on peut sortir avec quoi? Ce n'est pas de faire l'analyse de ce que je dis, c'est l'analyse du discours du président qu'il faut faire. Parce que ce que je dis, vous le trouverez dans les livres que j'écris. Et croyez-moi, il faut beaucoup pour entrer là-dedans. Ce que je veux vous dire, quand je dis la boue, revenir dans la boue, la structure de ce que je disais, c'est l'organisation, c'est flou, c'est pas clair. Vous pouvez me dire, monsieur Abama, au Cameroun, comment on fait pour avoir un financement? Clairement. Vous répondez ou j'attends? Je vous ai posé la question. Si vous pouvez, moi, je peux prendre 1 minute de mon temps de parole, je vous le laisse. Voilà, comment faire pour avoir un financement? Oui. Par exemple, actuellement, Oui. vous montez un projet, Oui. vous allez le déposer soit au Fonds national de l'emploi, Oui. soit au ministère de la jeunesse. Et beaucoup de jeunes ont fait cela, ils ont été financés. Regardez comment Je suis en train de... Non, vous savez, le sentiment des uns et des autres, moi je le comprends. Je le comprends pourquoi? Je le comprends parce que on ne peut pas nier le népotisme dans la société camerounaise. Hein. On ne peut pas nier. Parce que ailleurs, et aussi je disais à quelqu'un que, très sincèrement, on ne sait pas comment certains font pour obtenir un certain nombre de choses. Ça, je peux vous le concéder. Je voudrais continuer en disant, ce qui nous importe, c'est quelles sont les solutions que nous pouvons formuler pour notre pays. Vous êtes sûr, je comprends votre point de vue. Vous défendez le régime, vous êtes du RDPC, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais, vous savez, au-delà du RDPC, il y a le Cameroun. Et le Cameroun, c'est beaucoup plus important que le RDPC. Je vais vous dire, le fait qu'à chaque fois que ceux du RDPC sur les plateaux ont tendance à donner l'impression que l'expertise que les autres présentent est mauvaise parce qu'on critique. Du tout. C'est ce que vous avez fait. Vous avez dit, il y a les contenteurs, il y a des gens qui critiquent tout. On ne critique pas tout. En matière économique, ce que je vous ai dit là, c'est ce que les grands pays font. Je n'ai pas dit que c'est ce que Yambin Tiba pense. C'est ce que les grands pays font. Et ces grands pays, je vais citer l'exemple de Singapour. Si vous voulez, vous allez voir comment Singapour s'est développé, comment la Chine s'est développée. Comment là on vient, M. Abouem vient de nous parler du Nigeria. C'est ce que les Coréens ont fait, les Chibols. Ils ont décidé de créer des champions. Donc vous dites, messieurs, ce n'est pas de venir nous dire, je vais créer un conseil national de l'emploi. Ce n'est pas ça qui crée de l'emploi, monsieur. Ce n'est pas ça qui crée de l'emploi dans un pays. Les conseils, il y en a 1 million. Ce qui crée de l'emploi dans un pays, c'est d'avoir votre monnaie. Ça, c'est faux. Et là, bon, après, je ne vais pas commencer à vous faire un cours d'économie, mais je vais vous dire simplement que là, on est à un niveau de débat qui n'est pas le niveau de votre parti. On est au niveau du débat qui est au niveau de l'État. C'est-à-dire, on est au-dessus des partis. On est dans un niveau de débat qui est un niveau de débat mondial. Vous n'avez pas de monnaie, monsieur, vous serez un pays pauvre. Les pays les plus pauvres dans le monde, c'est les pays de francs CFA. Si vous ne le savez pas, je vous informe. C'est les pays les plus pauvres du monde. Et à partir du moment, pourquoi vous êtes les pays les plus pauvres du monde?
Mais parce que vous ne pouvez pas financer l'économie. Parce que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Et à partir du moment où ce n'est pas une monnaie, tous ceux qui viennent raconter tout ce qu'ils veulent raconter sur on va financer l'économie, créer de l'emploi. Depuis que le président a dit il y a quelques années qu'il va créer 1 million d'emplois, les millions d'emplois là où? C'est lui-même qui revient vous dire que je n'ai créé que 22 000 emplois. Ça veut dire, monsieur, il ne s'agit pas d'être là à vous arbouter. En même temps, je fais part, et vous allez voir autour de cette table, personne ne va insulter le président. C'est un monsieur qui est notre grand-père. On le respecte pour ça. Il est le président de la République en plus. Mais on va quand même lui dire, monsieur, vous avez dit, il y a quelques années, on va créer 1 million d'emplois, et vous venez quand même en 2022 dire que vous en avez créé 22 000. La différence entre 1 million et 22 000, c'est quand même quelque chose de grave. Et donc, nous ne sommes pas là pour faire les problèmes les uns aux autres. Nous ne sommes pas là pour dire des méchancetés les uns aux autres. Nous sommes là pour nous dire, tiens, chers amis, on a un pays, qu'est-ce qu'on en fait? Le président est allé jusqu'à ce niveau-ci, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Et on dit, monsieur le président, on aurait pu faire ça, 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 ça. Dès qu'on l'a dit, eh bien, c'est au président de se dire, peut-être qu'il y a du bon là-dedans, ou de se dire, ah, vous dérangez, je m'en tiens à ce que j'ai dit. Vous avez, je vous prends un autre exemple simple, et je vais sortir par là, monsieur Bouba. Il y a quelque temps, il a dit, je vais créer le Conseil national, la CONAC par exemple. C'était pour arrêter. Tout le monde a dit, non, avec ça, la corruption sera terminée au Cameroun. Sauf que si on vous donne le nombre d'institutions qui gèrent la corruption, et on constate avec le temps que la corruption s'est accrue, c'est parce que de manière structurelle, les problèmes de fond ne sont pas adressés. Et qu'on est dans des effets d'annonce et on est dans, si vous voulez, la création de zones ou de centres de recasement de copains qui sont proposés au chef de l'État. C'est pas ça gérer un pays. Vous avez un pays comme le Cameroun où vous savez combien de tonnes de porc on importe au Cameroun chaque mois? Combien de poulets on importe au Cameroun chaque mois? Et vous venez dire aux jeunes, allez, tout le monde est dans l'économie numérique. Pour faire l'économie numérique, monsieur, il faut fabriquer les téléphones. Vous en fabriquez, il faut fabriquer la fibre optique, vous en fabriquez les satellites et tout ça. Vous en fabriquez, mais c'est pas ça. C'est pas ça les solutions. Dire aux gens utiliser Internet pour... Non. Vous voulez construire un pays, monsieur, et vous ne prenez pas forcément... Vous décidez de dire, je veux faire de l'économie numérique, je vais fabriquer les téléphones, je fabrique la fibre optique, je fabrique des ordinateurs, je fabrique tout ce qui rentre là-dedans et je donne des facilités pour la création des logiciels. C'est ça qu'on appelle soutenir l'économie numérique. Ce n'est pas de dire aux jeunes, allez sur Internet, racontez ce que vous voulez raconter. Donc, nous sommes là, monsieur, sur une organisation pratique. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà géré une entreprise, j'en ai eu l'opportunité. Et j'ai déjà eu l'opportunité de travailler en entreprise. Ce n'est pas ça. Tout ce que le président a dit là, du point de vue de l'entreprise, ça n'a pas de valeur. Je suis désolé. Du point de vue politique, peut-être que c'est important. Mais quand quelqu'un qui travaille en entreprise écoute ça, il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Et donc, à compter d'aujourd'hui, prenez note de ce genre de choses. On n'est pas là pour tuer les RDPC. On n'est pas là pour vous envoyer des flèches. On est là pour dire, les gars, vous et nous, on fait comment? On a un pays qu'il faut développer. On fait comment? Le président serait-il écouté Yam Timba en déphasage avec les réalités de la jeunesse au quotidien? Non, du tout. Quand il parle, je l'écoute avec beaucoup d'amusement et je me dis, bon, il y en a qui, chacun a son fusil d'épaule et puis on ne peut pas changer. Il parle d'entreprise. Je voulais vous dire que quand je salue la création de ce fonds, du fonds de garantie que le président a mis en place, je le salue je le salue en tant qu'entrepreneur parce que apparemment vous avez le débat sur les personnes, c'est pas important. Et je vais vous dire, si ce fonds avait existé, j'ai été promoteur d'une entreprise il y a 5 ans dans la téléphonie mobile, c'est-à-dire que j'avais près de 40 callbox que je mettais partout là et j'employais des jeunes. Vous savez combien je leur payais? Je leur payais près de 40 000 francs par mois. Et je vous assure que j'avais besoin des financements. D'accord? C'était très sérieux. Et quand vous allez vers des entreprises pour demander le financement, vous dites non, quelle est la garantie? Parfois, c'est vers les banques, c'est le titre foncier, c'est telle chose. Or, si ce fonds avait existé en ce moment, je suis sûr que mon entreprise, aujourd'hui, sera encore sur le terrain. D'accord? Donc, ne donnez pas le sentiment qu'on parlait des choses qu'on ne connaît pas. Et maintenant, je vais revenir sur un élément. Vous nous dites tout à l'heure, vous essayez d'expliquer aux gens que la baguette magique qu'il faut utiliser pour développer un pays, c'est de créer la monnaie. Chers messieurs, je vais vous dire, un pays que vous avez cité, le Nigeria tout à côté, il a sa monnaie.
Mais vous savez où est-ce que le Nigeria est classé? Le Nigeria est un pays à revenu intermédiaire. Vous savez quel est le taux de pauvreté au Nigeria? Vous avez votre téléphone, on parle d'économie numérique, on parle d'Internet. Regardez, le Nigeria a un taux de pauvreté beaucoup plus élevé que celui du Cameroun. D'accord? Prenez votre téléphone, vérifiez. Vous voyez, je veux vous dire que votre discours de créer la monnaie, je suis d'accord, la monnaie est un instrument de souveraineté. Mais, chers messieurs, la monnaie n'est pas l'instrument magique par lequel... Non, c'est pas Ouattara. Et, vous voyez, et ce qui est désolant avec certains Africains, c'est que quand vous tenez un discours pragmatique, vous catégorisez, vous cataloguez les gens. La réalité, non. La réalité, mon cher ami, la réalité, c'est que votre discours est populiste. Le discours que vous tenez, vous m'écoutez ou pas? Un esclave a un discours pragmatique. Permettez, moi je ne peux pas vous donner mon temps, s'il vous plaît. Vous me laissez? Un esclave a un discours pragmatique. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous êtes sérieux? Vous me laissez parler? Je ne vous donne pas mon temps. Je vous dis que, cher monsieur, je vous dis, cher monsieur, votre populisme, soyez populiste si vous le voulez. C'est incroyable. Soyez populiste si vous le voulez, mais la réalité est autre. On ne se laisse pas. Il y a un pays, s'il vous plaît. Il y a un pays. Oh là là. Je suis sur les concepts et sur les individus. Vous parlez de moi. C'est vous qui interprétez. C'est vous qui commencez par les individualités. C'est vous. Je ne vous ai pas d'aucune individualité. Le président de la République, c'est pas un individu. Faites-moi la courtoisie de vous écouter, de m'écouter. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous avez déblatéré, je vous ai écouté. Vous utilisez des termes désobligeants. D'accord. Donc je voulais dire. Il ne m'a pas laissé finir. Il ne m'a pas laissé finir. S'il vous plaît. Je ne fais que faire ça. Je sors en disant. S'il vous plaît. Oui, je sors. Yves, je voudrais quand même aussi, peut-être pour la deuxième, troisième, dernière fois, vous rappeler, ce n'est pas un débat entre vous, monsieur. Bien sûr. C'est non plus un débat de personne, c'est un débat d'idées. On n'est pas obligé d'être désobligeant. On peut rester quand même courtois et puis défendre calmement et sereinement ces idées. Bien sûr. Donc, je vais finir en disant que, honnêtement, il faut qu'on arrête avec les discours populistes. C'est pas en créant une monnaie qu'on développe un pays. Il y a un certain nombre de choses chez nous qu'on peut critiquer. Il y a une certaine opacité. Le grand frère Raphaël Abé me parlait tout à l'heure du sort de la diaspora qui arrive et qui ne voit pas de garanties. Il faut beaucoup travailler sur ce terrain. Il faut qu'on essaie de donner un certain nombre de garanties. Il faut qu'on essaie de clarifier un peu la question de la double nationalité pour ne pas que certains n'aient pas son courage que lui là. Lui là, le courage de revenir, n'attend rien. Mais il y a d'autres qui veulent revenir et qui veulent qu'on leur dise, en revenant là, qu'est-ce qu'il y a devant. On peut travailler là-dessus. Mais qu'on ne donne pas le sentiment aux Camerounais que vraiment tout est à refaire, le pays il est en lambeaux, il n'y a rien à faire. Non. Il y a des choses qui se font. Peut-être elles ne sont pas visibles parce que le besoin est immense. Et je vais rappeler que la problématique du chômage des jeunes, elle n'est pas une problématique purement camerounaise. Vous savez qu'elle est mondiale. Maintenant, chaque pays y réfléchit à sa façon. Comment le Cameroun y réfléchit? Il parle de produire ce qu'on consomme. Vous êtes au courant de cette politique d'import-substitution que le gouvernement cherche à mettre, est en train de... Résultats. Non, les résultats sont à venir. Alors, les résultats sont à venir. Ne demandez pas immédiatement. Oh là là, c'est dans le projet SND 2030. Ok, pour ne pas donner l'impression que... Ça fait 30 ans. Non, allez voir la SND 30. On va sortir, on va évoluer, cher monsieur. Essayez de vous renseigner sur l'histoire de votre pays. Voilà, c'est ça, c'est très courtois. On va évoluer, s'il vous plaît, cher monsieur, surtout sur cet extrait du discours du chef de l'État, qui félicite l'organisation de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bien avant, il y a ce même chef d'État qui avait une posture, qui faisait un discours qui disait que ceux qui se sont amusés avec la fortune publique vont rendre gorge, notamment sur la question de l'infrastructure, la question de Covid-Gate et autres. Est-ce que quand le président félicite, il parle d'une parfaite organisation, est-ce que ça sous-entend qu'il a oublié les frasques qui ont précédé cette organisation? On est dans l'analyse. D'abord, Bouba, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire une petite chose. Il faudrait que nous cessons de répéter les slogans qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je me réjouis que sur ce plateau, il y a des gens qui posent des problèmes de fond et qui les analysent. Je prends un slogan qu'on a fait gober aux Camerounais. On dit la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Moi, je suis un expert en développement. Dites-moi quelle est la structure qui intègre cette tranche d'âge dans ses analyses ou dans ses méthodes de travail. Aucune. La jeunesse, quand on est beaucoup plus extensif, c'est de 15 à 40 ans maximum. Mais au Cameroun,
On répète ça à longueur de journée et les gens viennent parfois vous le dire. Je dis, il faut qu'on cesse avec ça. Il y a un discours qui dit le peuple camerounais... Pour vous essayez de nous dire que les DG, les ministres qui ont 45 ans, qui ont 55, d'autres qui ont même 70 ans, pour ceux qui sont 70 ans, ils sont vieux. Non, ce que je veux dire, c'est que soyons sérieux, c'est des hommes à qui on a confié le développement. Ça veut dire qu'à partir de 40 ans, vous êtes un homme, vous n'êtes plus un jeune. Donc ceux-là sont beaucoup plus des jeunes politiques. Quand on parle de dire des jeunes politiques. Oui, quand on parle de jeunes, soyons sérieux, parce que tous les indices de développement, partout, on prend ce qu'on appelle les référentiels, on n'est jamais allé au-delà. Merci de revenir à 35 ans. Je me réjouis. Moi, j'ai été extensif. Donc, quand vous venez ici répéter, non, la jeunesse est de 7 à 97 ans, je dis, vraiment, aujourd'hui, le Camerounais ne doit plus le faire. L'autre chose, non, je ne parle pas de vous, monsieur. L'autre chose, c'est le problème de la résilience. On a dit le peuple camerounais est résilient. Non, le peuple camerounais aujourd'hui développe les moyens de survie. C'est sur ça. Et maintenant, quand il faut revenir à votre question, je vous ai dit, le chef de l'État, je ne dirais pas patauger, on va me coller l'étiquette qu'on a collée à M. Yam, mais le chef de l'État surfe sur un certain nombre de choses, parce que qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on ait une bonne canne? C'est la question qu'on devrait se poser. Nous avions vu les gens mourir à Olembe. Les gens sont morts à Olembe parce que le stade d'Olembe n'est pas terminé, parce qu'il n'y a pas les issues d'entrée en bonne et due forme. Et vous trouvez normal qu'on vienne nous dire que nous avions eu une bonne canne alors que nous avons fait tuer des Camerounais? Ils sont 8, ils pourraient bien être nombreux. Mais ce que j'ai dit, le chef de l'État a fait tout pour qu'il y ait une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Mais les prédicateurs de la fortune publique, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est vrai, lui-même il nous a dit qu'il y a des gens qui vont rendre gorge. Mais les gens vont rendre gorge sur la base de quoi? Sur la base du fait qu'ils n'ont pas offert aux Camerounais une canne à la dimension de ce que le chef de l'État avait prévu. Alors, en d'autres termes, à vous entendre parler, est-ce que vous essayez de dire qu'on a fait dire, on a fait écrire ou on a fait lire au chef d'État concernant l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations quelque chose qui n'est pas réel? Oui, c'est ce que j'ai dit, M. Bouba. C'est vrai, la ferveur populaire autour des stades, on l'a vu. Mais comment on accédait au stade? Moi, je suis à Japoma, à Yassa. La route qui mène au stade, c'était la poussière. C'était vraiment impraticable. Vous savez combien de temps on mettait pour sortir du stade de Japoma, pour rejoindre son domicile, ou alors le temps qu'on mettait pour partir de son domicile pour le stade? Le Camerounais ne devrait plus vivre de ça. Mais ce n'est pas ça qui vient entacher l'organisation de la compétition. La compétition en elle-même a été véritablement une compétition réussie. Réjouissons-nous que le Cameroun ait offert au monde un bon spectacle. Le spectacle était beau et merveilleux, mais les à côté n'ont pas garanti. Et maintenant, le Cameroun devrait, après cette Coupe d'Afrique des Nations, avoir des retombées économiques, des retombées sociales, des retombées surtout. Mais ça doit être impossible parce qu'on n'a pas aménagé cet espace-là pour que la CAN, qui était une vitrine, puisse permettre au Cameroun de s'intégrer dans le sillage de son développement. La dernière minute vous revient sur le discours du chef d'État, Raphaël Abouin. Alors, le chef de l'État a parlé beaucoup de la CAN. Je crois qu'il a parlé de la CAN pendant près de 7 minutes, tout ce qui tourne autour de la CAN. On ne peut pas faire la fine bouche en disant que, on l'avait déjà dit d'ailleurs, sur d'autres plateaux, que le Cameroun a organisé l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations que la CAF a eu à organiser. Et le président Infantino lui-même l'a repris quelques jours après sur un message officiel en disant « Bravo Cameroun ». La CAN à laquelle il a assisté est la meilleure de toutes les CAN auxquelles il a eu à assister. Je crois que aujourd'hui, il faut que les collaborateurs du chef de l'État prennent conscience que le pays et les Camerounais, les jeunes Camerounais ont changé. Je vais vous prendre un exemple. Toujours dans le cadre de cette Coupe d'Afrique. Côte d'Ivoire, Algérie, tous les Camerounais sont allés au stade. Oui. Et ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais très surpris. Je me disais, je vais voir ça. Le mot d'ordre a été écouté. Le stade était plein. Tout le monde était habillé avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Et les gens ont supporté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a battu l'Algérie. Patatras, il y a eu des choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux.
les Camerounais se sont sentis insultés, peu respectés par les Ivoiriens. Le mot d'ordre inverse a été donné toujours dans les réseaux sociaux en disant, comme ils sont ingrats, des Judas, on va supporter l'Égypte. On s'est dit, bon, on va voir. On a été très surpris de voir que tous les Camerounais portaient le maillot de l'Égypte et que les joueurs ivoiriens ont même été hués. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une force réelle. Et les hommes politiques doivent en prendre conscience. Vous savez, s'ils n'avaient pas encore la preuve, qu'ils décryptent ce qui s'est passé à Japomapana, le match de la Côte d'Ivoire, ils vont comprendre quelque chose. Et suivez mon regard. La jeunesse camerounaise est beaucoup plus affûtée qu'on ne pouvait s'imaginer. Et les réseaux sociaux sont une vraie arme. Et si ceux qui sont autour du président de la République ne prennent pas garde, ne prennent pas des dispositions pour contenter cette jeunesse en appliquant les recommandations du chef de l'État, ils vont être très surpris. Parce que vous savez, il y a des jeunes qui sont prêts à venir être candidats. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ils ne sont pas d'un parti, mais je peux vous dire qu'ils sont là. Ils vous regardent tous les jours. Même Cabral Libi qui est là. Je peux vous dire que moi, j'ai été surpris, ma fille étudiante au Maroc, j'ai été surpris de me rendre compte que ma fille est au parti de Cabral Libi. Et quand je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu es au parti de Cabral Libi, elle me dit, mais papa, quand lui parle, moi je l'écoute. Il parle le même langage que moi. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on est presque au bord de la transition. La jeunesse aura son mot à dire. Moi, la première chose que j'ai dit à la jeunesse, c'est aller prendre vos cartes d'électeurs. Quand ceux qui gèrent le Cameroun vont se rendre compte que vous prenez massivement vos cartes d'électeurs, ils vont commencer à se préoccuper de vos problèmes. Parce qu'ils ont les indices. Ils suivent exactement ce qui se passe. Tant qu'ils se disent notre socle électoral n'est pas menacé, ils sont tranquilles. Mais dès le moment où ils vont voir qu'il y a des mouvements qui se font du côté de l'ECAM où les gens vont prendre leur carte de vote, tout parti confondu, parce qu'un jeune, quand il va à l'isoloir, il est seul et c'est lui seul qui sait pour qui il va voter. Donc je pense que si les jeunes veulent qu'on les prenne au sérieux, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils aillent prendre leur carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est le passeport vers le respect. Merci, cher monsieur. On va prendre une pause pour retrouver la pub sur Ibecom avec le purificateur d'air qui a démontré ses bienfaits depuis l'arrivée au Cameroun et dans la sous-région. On marque cette pause et on se revient derrière pour la suite. Avec la montée du Covid et de tous ses variants, les purificateurs d'air prennent de plus en plus de l'ampleur et s'imposent comme un partenaire incontournable de la santé au quotidien. De plus en plus des voix se lèvent, en l'occurrence les députés européens comme de véritables avocats des purificateurs d'air. Aujourd'hui, je me fais l'avocat des purificateurs d'air. Vous le savez, ils sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, et notamment pour stériliser les blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée. Pour que ces lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateurs intérieurs, ces purificateurs d'air allient sécurité, efficacité et simplicité. Ils sont des tueurs de virus. Ils conduisent à un abattement de la charge virale de 92% dans une enceinte de plusieurs mètres cubes, pouvant contenir en permanence la charge virale à un seuil ne permettant pas les contaminations. Une étude financée par la région Rhône-Alpes sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Une étude financée à hauteur de 180 000 € vient d'aboutir et assure une très bonne efficacité de ces appareils. Écoutons le président de ladite région, Laurent Wauquiez. Elle nous dit que les purificateurs d'air, ça marche. Elle nous dit qu'à 99,9%, ça permet de supprimer la présence du Covid dans un espace donné. Et elle nous dit aussi qu'une fois que le virus est piégé à l'intérieur de l'appareil de filtration d'air, eh bien, il ne ressort pas et au bout de 48 heures, il dépérit. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Une étude scientifique britannique vient de confirmer la performance des purificateurs d'air. Installés dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, ces appareils, équipés de filtres ultraviolets, utilisés 24 heures sur 24,
ont éliminé la quasi-totalité du virus. Alors, les aérosols, ce sont des micro-gouttelettes potentiellement chargées en virus et donc qui peuvent contaminer ceux qui les respirent, notamment dans la contamination du Covid-19. Et donc, il est indispensable de se munir d'un purificateur d'air afin de pouvoir filtrer cet air et rejeter un air pur pour que justement vous ne soyez pas contaminé par diverses bactéries et vous ne tombiez pas malade. Puisqu'il s'agit d'une question de santé publique, la question ne se pose plus qu'il faille ou non se procurer un purificateur d'air. La réponse est évidente. La santé n'a pas de prix. Merci. Voilà, retour sur ce plateau avec les bienfaits de ce purificateur d'air. Je pense que c'est ça qui est l'actualité. Ça nécessite que les uns et les autres se l'arrachent. Quand on vient à votre plateau, on se sent en sécurité sur le plan sanitaire. Donc on ne peut que se réjouir. Yann, je crois qu'avec la Covid-19, même si les entreprises ne peuvent pas, les publics, les particuliers peuvent aussi faire cela. Écoutez, il faut prendre toutes les mesures. Je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, quand il y a une solution, il faut que tout le monde puisse l'adopter. Là, c'est peut-être les espaces clos, avec beaucoup de gens comme ça, mais il faudrait quand même envisager, et c'est peut-être là les éléments, si vous voulez, sur lesquels nous revenons. Est-ce que nous les fabriquons? Est-ce que nous avons l'intention d'en fabriquer? Là, nous avons de vrais emplois, nous avons une vraie maîtrise technologique et nous avons de vrais capitaux qui peuvent être investis et qui deviennent revolving, nous permettant de faire d'autres choses. Nous n'en parlons pas de ce genre de purificateur d'air simplement pour en parler, mais c'est une opportunité économique. Là, lorsque vous vous dites on va créer une usine pour l'en fabriquer, vous êtes en train d'avoir un discours pragmatique, concret, sérieux. Donc, nous en avons quand même déjà, espérons qu'on va en fabriquer bientôt. D'accord. En tout cas, pour l'avoir, vous avez les contacts nécessaires, même dans la sous-région. N'hésitez pas, en termes de stock, c'est déjà presque limite. Donc, essayez très rapidement de vous les approprier. On en vient maintenant à cette thématique consacrée au sport avec vous, justement, pour évoquer cette problématique, notamment entre Samuel Eto'o et le tribunal arbitral de sport, avec cette correspondance arrivée cette semaine qui a encore jeté un peu l'opprobre sur l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Un rappel, c'était bien sûr une décision rendue par la Chambre de conciliation, d'arbitrage du Comité national olympique. Puis s'en est suivi une requête interjetée par l'ancien bureau de l'heure, dirigé par Ibrahim Seydou Bombo Njoya. Et puis, quelque temps après, le TAS a été donc saisi par ce dossier. Et après l'élection de Samuel Eto'o, finalement, on remet ça sur la table. Il y a des graves risques de pouvoir revenir à une décision hantée du moment où l'appelant n'a pas jugé utile de payer les frais nécessaires à cette procédure. Oui, d'abord, ce qu'il faut noter, tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le football camerounais est la conséquence des décisions de la FIFA. Parce que si la FIFA, en tant que garant ou gestionnaire mondial du football, avait pris ses responsabilités de la meilleure des manières, on n'en serait pas là. Je prends un exemple. L'exécutif qui a organisé les élections à la FECAFOOT n'est pas resté là d'elle-même. Mais c'est parce que la FIFA a dit l'exécutif actuel à la FECAFOOT reste en fonction et organise les élections. Nous savons tous, Bouba, nous ne faisons pas dans la langue de bois qu'on a biaisé le débat du football camerounais à un moment. Parce qu'il y a à la FIFA une classe de personnes qui pensent que ce ne sont que leurs amis qui doivent être à la Fédération camerounaise de football. C'est là le problème. C'est pour ça qu'on a poussé une catégorie de personnes à marcher sur les lois de ce pays. On a poussé une catégorie de personnes à outrepasser tout ce qui a été fait ou pris comme décision dans ce pays. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Je suis un peu mal à l'aise pour aborder ces choses parce que nous devions tout faire aujourd'hui pour rassembler le peuple du football au Cameroun.
Vous avez un acteur majeur comme Abdourahmane Amadou Baba. S'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu l'humilier. C'est parce qu'on a voulu faire croire que tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Or, il y a des choses vraies dans ce qu'il dit. C'est vrai, moi je n'approuve pas ses méthodes. Ça, il faut être honnête. Mais reconnaissons quand même que c'est un interlocuteur valable pour lequel nous devons échanger pour trouver des solutions. Ceux qui sont aujourd'hui arrivés à la FECAFOOT sont arrivés par infraction. Parce que le processus électoral qui a conduit à leur élection était entaché d'irrégularité. Disons-le. Parce que c'est le problème des dispositions réglementaires. À partir du moment où ces dispositions réglementaires ne sont pas respectées, où on ne trouve pas les voies et moyens de les transgresser de manière consensuelle, nous aurons toujours des problèmes. Et c'est là les vrais enjeux. Samuel Eto'o, il n'a pas choisi d'être président de la FECAFOOT. Il a participé à un processus parce qu'il estimait qu'en tant que Camerounais, il doit prendre les rênes de la Fédération camerounaise de football. Il l'a fait de manière régulière. La faute, ce n'est pas à lui. La faute, c'est à ceux qui pensent qu'il faut faire impérativement tout ce que la FIFA demande, sans se conformer à notre cadre réglementaire pour lequel nous sommes dotés. Mais il y a aussi une chose qu'il faut dire, M. Bouba Ngomna, c'est qu'aujourd'hui, il y a une classe d'acteurs politiques qui nous ramène toujours à ce débat de 2009. Je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Parce qu'eux-mêmes, lorsqu'ils vont faire des recours, ils ne s'appuient pas sur les gens de 2009 pour fonder leurs recours. Ça veut dire que dans la constitution des appelants qu'ils sont, ce n'est pas des individus de 2009 qui constituent leur socle pour aller faire des revendications. Lorsqu'ils mettent en place des comités provisoires de gestion, ce n'est pas ces gens de 2009 à qui ils confient la gestion du football camerounais. Ça veut dire qu'eux-mêmes, de manière naturelle dans leur tête, ne sont plus à 2009. Alors, Monsieur Bouba, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour autant dire que leur revendication n'est pas légitime, mais c'est comment on intègre tout cela avec le sillage actuel pour que nous sortions de la crise et pour que nous avancions. Alors, Yam Timba, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le timing de cette affaire qui intervient quand même au lendemain d'une élection gagnée haut la main par Samuel Eto'o et d'une notoriété acquise par ce dernier et d'une façon de faire par ce président qui est forcément pas bien vu par les instances, à savoir la FIFA et même cette confédération africaine de football qui estime que ce monsieur pourrait être en danger pour eux. Je pense que vous voyez le danger là où il existe, certes, mais pas de manière fondamentale. Le danger existe surtout au niveau du ministère des Sports. Vous voulez régler le problème de la FECAFOOT? Laissez les affaires de Assemblée Générale, élections, etc. Traquez les comptes de la FECAFOOT. Le problème de la FECAFOOT n'est pas dans ces débats juridiques. Le problème de la FECAFOOT est dans la relation financière entre la FECAFOOT et la FIFA. Traquez les comptes de la FECAFOOT au Cameroun et hors du Cameroun et vous comprendrez où se trouve le fond du problème. Laissez ça. Les gens vous en fument, ils vous embrument, ils vous racontent qu'il y a les histoires du TAS, Comité national olympique. Le fond du problème qu'ils ne disent pas, c'est les comptes de la FECAFOOT. Faites la liste des comptes de la FECAFOOT au Cameroun, auditez-les. Faites la liste des comptes de la FECAFOOT hors du Cameroun, auditez-les s'il y en a. Faites la liste de toutes les transactions entre la FIFA et la FECAFOOT, auditez ces transactions. Il n'y aura plus jamais de problème. Et le ministère des Sports est censé savoir tout ça. Et personne ne parle au ministère des Sports. Oh, c'est eux qui peuvent régler le problème. Mais la FECAFOOT, c'est quoi? C'est une association, non? Que dit la loi sur les associations au Cameroun? Que dit la loi? Elles sont sous la tutelle du ministère des Sports. Donc, on peut faire quoi? On peut dissoudre cette affaire et puis on clôt le débat. Mais, c'est un problème d'argent. Ça n'a rien à voir avec Eto'o. Eto'o est simplement aujourd'hui le visage qui est là et qui fait un peu peur, peut-être qu'il n'est pas dans la mafia, ou peut-être que, mais je vous dis, et ce sera vraiment ma phrase, je ne vais pas discuter longuement de cette affaire, parler longuement. Traquer les comptes de la FECAFOOT au Cameroun et hors du Cameroun,
auditez-les, auditez toutes les transactions entre la FIFA, la CAF et la FECAFOOT. Vous comprendrez où se trouve le vrai problème qui dérange les Camerounais depuis plus de 10 ans. Alors, au-delà de ce qu'évoque Yam Timba, est-ce qu'il n'y a pas des lobbies qui se battent à travers cette fédération? Quand on parle lobby, on laisse la FIFA, on laisse la CAF sur place au Cameroun. Il doit avoir un certain contrôle de personnes, de mains noires qui veulent absolument avoir une main mise sur cette fédération. Alors, pour ma part, je crois que si j'étais un conseiller du président, M. Samuel Eto'o, je lui dirais déjà en premier de s'adresser au gouvernement camerounais, et il sait bien à qui il peut parler, qui leur donne les garanties qu'il ne va pas se mêler des affaires politiques du Cameroun. Que la réalité, c'est que la popularité de Samuel Eto'o, si certains en doutaient, qu'ils ont découvert, fait peur. Ça, on ne peut pas faire semblant de ne pas le voir. Moi, je crois que si je suis un conseiller de Samuel Eto'o, je lui dirais, va dire aux grands frères, donne leur garantie que tu te limites aux affaires de football et tu as même besoin qu'ils t'accompagnent pour que tu prennes la CAF et après la FIFA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut que les Camerounais sachent que Samuel Eto'o a été nettement mieux élu que M. Motsepe. Est-ce que vous avez assisté à l'élection de M. Motsepe? Il a été élu par acclamation. Quand j'ai posé des questions, certains présidents de la fédération ont dit qu'il a fait un don de 6 milliards à la CAF et c'est pour ça qu'on a tous applaudi. Mais Samuel Eto'o, lui, il a été élu à Mondiovision. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que sur ce plateau, il y a quelque temps, j'avais dit il faut que Samuel Eto'o prenne la Fédération camerounaise de football. Et ça sera une étape pour qu'il prenne la CAF et qu'il arrive à la FIFA. Les gens ont cru que c'était une blague, mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que ce n'était pas une blague. Eto'o a la capacité de prendre la CAF. Et il va même le faire. Et M. Motsepe... C'est seulement si on le laisse. Justement, c'est là où je vais en venir. C'est là où je vais en venir. M. Motsepe, arrivé au Cameroun, s'est rendu compte de la puissance du jeune homme qu'il prenait avec un peu de dédain, qu'on appelle Samuel Eto'o. Il s'est rendu compte qu'en dehors de la popularité de Samuel Eto'o a des amis. Parce que ce qu'il faut dire aux gens, quand on disait mettez Samuel Eto'o à la FECAFOOT, il va défendre les intérêts du Cameroun. Vous savez, même une semaine avant le début de la CAN, la FIFA menaçait toujours de nous retirer la CAN parce qu'ils avaient fait un deal avec le Qatar. Si on n'avait pas eu Samuel Eto'o à la tête de la fédération, cette Coupe d'Afrique ne se serait pas jouée au Cameroun. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire parce que quand Samuel Eto'o crie son patriotisme, il y en a qui prennent ça à la légère, mais Samuel Eto'o aime vraiment le Cameroun. Parce qu'en s'opposant à ce que notre CAN aille au Qatar, il a quand même brouillé ses rapports avec le Qatar, où il est quand même ambassadeur de la Coupe du Monde. Or, le Qatar voulait la Coupe d'Afrique pour faire des tests de leur stade, de leur transport, de leurs hôtels, de leur organisation en général avant le début de la grande fête qui va être la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, on avait déjà appris, pendant la CAN, certaines personnes se sont assises dans certains salons, notamment la FIFA et la CAF, à une réunion secrète où ils ont conclu que Eto'o va être un obstacle à leur magouille. Parce que Eto'o, lui, a un seul mot, le bien et le développement du football camerounais. Comme le frère vient de le dire, il y a beaucoup d'argent. Et il y a un argent dont il a fait FECAFOOT actuel a déjà les preuves que cet argent a été indûment utilisé par la CAF et la FIFA. Donc, s'ils essayent de faire annuler son élection, eux aussi, ils iront au FBI. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le FBI est derrière la FIFA parce qu'ils ont la preuve que la Coupe du Monde du Qatar, il y a eu de la corruption. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il faut que les autorités et les Camerounais se posent la question à qui ça va servir de faire annuler l'élection de Samuel Eto'o? Au Cameroun, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures que le chef de l'État a données à la jeunesse,
Ces infrastructures doivent être utilisées par un championnat professionnel, vraiment professionnel. Et quand on dit un championnat professionnel n'est pas organisé avec une subvention de 400 millions de l'État. 400 millions, ce n'est même pas le budget d'un club sérieux dans les pays du Maghreb. Or, aujourd'hui, Samuel Eto'o, avec ses relations, a la capacité de venir avec des sponsors, des chaînes de télévision qui vont retransmettre notre championnat et qui vont faire rentrer de l'argent. Donc, il faut que les Camerounais se posent des bonnes questions. Aujourd'hui, quand le chef de l'État dit que la jeunesse doit être résiliente, doit être solidaire, moi je dis donc, tous les jeunes qui sont engagés dans le processus des conflits à la FECAFOOT, il faut qu'ils regardent seulement l'intérêt de leur pays. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par la CAF et la FIFA, qui défendent leurs propres intérêts, qu'ils défendent les intérêts du Cameroun, qui s'asseyent avec Samuel Eto'o sur la table, qu'ils trouvent un arrangement parce que on ne peut pas être dans le conflit pendant 20 ans. Regardez la situation des jeunes footballeurs camerounais. On a joué la CAN, c'est bien, on était contents. Mais est-ce que vous voyez dans quel état de misère vivent les footballeurs qui jouent sur le plan local? Et Samuel Eto'o dit tout l'argent qu'on a planqué partout pour faire la corruption au nom de la Fédération camerounaise de football, cet argent doit servir au football camerounais. Il faut que les gens le sachent, c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'enjeu. Les gens de la FIFA vivent les milliards à des comptes de la FECAFOOT et les milliards là disparaissent. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o est celui qui vient les empêcher de tourner en rond. Donc moi je dis à tous ceux qui nous gouvernent, il faut protéger Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o est celui qui va empêcher à la FIFA d'utiliser les comptes de la FECAFOOT pour faire leur magouille. Parce que c'est avéré. Et quand ils vont trop bousculer Samuel Eto'o, il va les envoyer au FBI. Alors, Samuel Eto'o serait-il pris véritablement dans l'étau du TAS ou alors des cabinets noirs, finalement? Bon, en fait, je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un puisse mettre Samuel Eto'o dans un étau. Hein, si apparemment cette rime elle est très belle, je ne pense pas. Et je ne pense pas pourquoi. Parce que d'abord, je ne croyais pas que Samuel Eto'o pouvait arriver à la FECAFOOT. J'ai commencé à croire en son arrivée à la FECAFOOT. J'étais dans mon salon. C'est quand on comptait les voix. Je me suis rendu compte que ce gars est très fort. On le voyait faire, on le voyait se pavaner de gauche à droite. Parfois même on le critiquait. On disait, il se comporte comme si on allait à une élection présidentielle. On ne savait pas que Samuel Eto'o a atteint la dimension où il est en même temps sportif, il est politique, il sait où il faut mettre la main, il sait un certain nombre de choses. Et c'est là que je vais un peu venir à la boutade du grand frère Raphaël qui dit que bon, le gouvernement doit le protéger. Le gouvernement n'a pas besoin de le protéger en fait parce que Samuel Eto'o c'est un gars de l'intérieur. Vous avez suivi toutes ses prises de position. C'est un pro-bien. Il n'a pas posé un acte allant dans le sens de dire qu'il veut nuire aux intérêts du gouvernement ou aux intérêts de qui que ce soit. Non, il est dans son couloir. Et moi, je pense que ce sont les autres qui veulent lui trouver les problèmes. Sa popularité, on ne peut pas la nier. On a vu d'ailleurs au lendemain de son élection, il a fait une descente à Ibolova. Vous avez vu la foule qui était dans les... On ne peut pas nier sa popularité. Mais en même temps, on ne peut pas dire que cette popularité dérange et le chef de l'État. Et je voudrais revenir sur un élément. Vous savez que lors du match d'ouverture... Je vais vous interrompre une seconde parce que... Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait des amalgames. Oui. Je n'ai jamais dit que la popularité de Samuel Eto'o dérangeait. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas de votre propos que je parle. Et moi non plus. Non, c'est pas de votre propos. Et moi non plus. Non, c'est que je le reprends. Pourquoi? Je le reprends parce que c'est des choses qui s'entendent. Vous savez que le match d'ouverture, il n'était pas à la tribune. Les gens nous ont dit non, il n'est pas là parce qu'on a voulu. Les collaborateurs du chef de l'État se sont assis et ont décidé. Non, c'est pas les collaborateurs. Attendez, je vous donne un élément rationnel. Attendez, je vous donne un élément rationnel qui a demandé que cette pratique cesse. Permettez donc que je vous donne un élément rationnel. Un élément restauré objectif. Comme président de la Fédération camerounaise de football, avec tous les honneurs qui lui sont dits. Je vous donne un élément objectif. C'est-à-dire qu'après la cérémonie d'ouverture, peut-être 2 jours après, Samuel Eto'o a fait un post sur sa page. Et c'est ça qui m'a amené à comprendre. Il dit, je suis enfin devenu président de la FECAFOOT. La passation des services. C'est-à-dire qu'il était président élu, mais au moment où on lançait la CAN, techniquement, il n'était pas encore président. Ça peut peut-être justifier le fait qu'il n'ait... Voilà, ça peut justifier le fait qu'il n'ait pas été dans les tribunes. Mais à la fin, il a été là. Donc, je voudrais dire que Eto'o est inarrêtable. Et le grand frère encore dit quelque chose. Moi, je pense que Samuel Eto'o est en train d'aller quelque part très loin et ses adversaires l'ont vu venir. C'est pour ça qu'il s'agite. Samuel Eto'o ne va pas s'arrêter à la FECAFOOT. Il est en train de passer par la FECAFOOT pour aller à la CAF et encore plus loin. Et nous lui souhaitons ça parce que nous savons qu'au-delà d'être un Camerounais dans l'âme,
c'est un panafricaniste. Écoutez ses discours sur les conflits entre les intérêts des Africains et les intérêts des Occidentaux. Samuel Eto'o, c'est un panafricaniste. L'Africa Foot, c'est trop peu. Il faut qu'il aille plus loin pour mieux servir les intérêts du football africain. Alors, au-delà du fait que Samuel Eto'o soit un panafricaniste, qu'il puisse vouloir aller un peu plus loin, c'est le bien qu'on puisse lui souhaiter à la CAF et même peut-être à la FIFA. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que certains collaborateurs du chef de l'État se mêlent un peu les pinceaux, confondent politique et même réalité du sport, estiment que Samuel Eto'o pourrait faire ombrage d'une manière quelconque au chef de l'État? Justement, c'est de ça qu'il s'agit, M. Boubangom. Mais sauf que, comme nous l'avions unanimement dit ici, et ça je me réjouis, le chef de l'État, un homme avisé, a arrêté très tôt ce conflit, ou alors la gestation de ce qui allait en être. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Samuel Eto'o a montré qu'il est très dynamique. D'abord qu'il est passionné du football et qu'il a une vision pour le développement du football. Parce qu'il n'est pas arrivé à la Fédération camerounaise de football pour ses honneurs personnels. Les honneurs, il en a. Mais il a compris que le football est un moteur de développement et la jeunesse camerounaise est très ancrée dans le football. Et il faudrait qu'à cette jeunesse-là, on offre des bonnes opportunités. Il l'a dit lui-même, qu'il voudrait que les footballeurs camerounais vivent l'un des meilleurs championnats pour lequel leur rêve est devenu réalité. Quand quelqu'un le dit, vous sentez en lui quelqu'un qui voudrait véritablement faire bouger les choses. Et il l'a fait. Samuel Eto'o, ça fait à peine 60 jours qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais à ces 60 jours, si on se résume, c'est moins de 15 jours d'activité permanente à l'Africa Foot. Parce qu'il y avait la CAN qu'il a occupée, parce qu'il y avait les week-ends. Mais Samuel Eto'o, depuis qu'il est là, ceux qui le côtoient vont vous le dire au quotidien. Il ne parle que football, il ne travaille que football, il ne vit que football, il ne mange que football. Dans tous les espaces où j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, on ne parle que football. Et pendant qu'il le fait, nous le voyons bouger les lignes. Monsieur Abouem a si bien décidé tout ce qu'il a pu faire jusqu'aujourd'hui. Et au-delà de ça, il est en train de continuer. Nous avions vu la Confédération africaine de football vouloir même museler la Fédération camerounaise de football dans son partenariat avec tous ceux qui sont ses sponsors. Monsieur Eto'o a dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites, mais le problème aujourd'hui, c'est que ressaisissons-nous, mettons-nous sur la même table, discutons des vrais enjeux du football et trouvons des solutions idoines pour que 20 ans de conflit ne nous servent pas à replonger dans le conflit, mais que 20 ans de conflit nous donnent les lueurs d'espoir pour qu'avec un homme qui est une lumière, nous puissions véritablement avancer vers les meilleurs horizons. Alors, outre ce que dit brillamment notre ami Samuel Zoké, il faut également reconnaître que la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut la respecter. Je vais apporter une précision à ce que j'étais en train de dire. Il faut que les Camerounais comprennent que cette histoire de l'Africa Foot dont on parle, ce n'est pas un jeu. C'est très politique. Vous savez qui était le directeur de campagne de M. Motsepe? C'est le président Kagame. C'est lui qui prenait son téléphone, qui appelait ses homologues, chefs d'État. Dites à votre compatriote qui est candidat de se retirer. Voilà ce que Motsepe va apporter à la Confédération africaine de football. C'est une affaire politique. Donc, je pèse mes mots quand je dis il faut que M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ait des rapports très étroits avec le gouvernement camerounais. Ah, d'accord, là, parce que le gouvernement camerounais est à mesure de le protéger, comme le gouvernement camerounais est à mesure de le vendre. Ça va dépendre de leurs intérêts. Parce que tout ça est une affaire d'intérêt. Est-ce que vous n'êtes pas ceux qui l'ont déjà vendu? Non. Bon, après, je crois que si l'on fait, c'est un risque. C'est une question. C'est une question. Monsieur Bouba, C'est un enfant de la maison. On peut s'interroger. C'est une question, on ne sait pas, puisque vous faites une analyse. Votre analyse est tellement pertinente. Monsieur Bouba, là, on peut s'interroger sur le timing. Je vais en venir. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Monsieur Bouba, je vais en venir. Quoique, quand le président dit que la jeunesse camerounaise doit prendre ses responsabilités, l'avenir de ce pays entre ses mains, c'est ce que nous sommes en train de faire là. On va prendre nos responsabilités. La popularité de Samuel Eto'o est telle que, si certains en doutaient, ils l'ont vu.
Pendant la finale de la CAN, le réalisateur a fait un zoom sur Samuel Eto'o. Tout le stade a crié. Nous, on était Le chef sur de plateau. l'État a applaudi. Le chef de l'État a applaudi pour vous dire que lui, Il n'a pas de problème. lui, il est déjà neutre. Lui, il est Pas de neutre. problème. Écoutez, il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Vous n'attendez pas une nomination. Voilà, je n'attends pas une nomination. Si on me la propose même, je vais dire la vérité. Si on me la propose même, Bon, moi, je l'attends. je vais décliner parce qu'en France, j'ai des ambitions. Je pense que au niveau où je suis arrivé, en France, j'ai la prétention d'avoir des ambitions. Ça, je ne le cache pas. Donc, je vais laisser la place aux autres au Cameroun. La réalité, c'est que si moi j'étais à la place des hommes politiques camerounais, tout bord confondu, je ferais tout pour avoir Eto'o avec moi. Parce que la jeunesse camerounaise a démontré qu'elle adulte. On est arrivé à ce point parce que quand on voit ce qui se passe quand Samuel Eto'o arrive, moi j'ai vu des gens tomber en transe parce qu'ils ont vu Samuel Eto'o. Quel homme politique au Cameroun, à part le président Biya, fait cet effet au Camerounais? Il n'y en a pas. Et ça, c'est une réalité que personne ne va nier. Donc, chacun a intérêt à avoir Eto'o de son côté. Parce que la popularité de ce gars peut faire des choses compliquées. Donc, je veux dire que si moi, je suis à la place du gouvernement, je vais soutenir Eto'o et m'assurer qu'il reste seulement dans son cadre, dans le couloir du football. Et on Lui l'accompagne. mettre une camisole. Non, on l'accompagne jusqu'à ce qu'il prenne la CAF et la FIFA. Parce qu'il a la compétence, le relationnel et les moyens. Et la légitimité. C'est que ni Infantino n'a, ni Motsepe n'a. Et ils s'en sont rendus compte. Parce que je vais vous dire, les gens, peut-être qu'il faudra que Samuel Eto'o prenne la parole. Parce que les Camerounais doivent commencer à comprendre. Parce que là, ils sont en guerre. Les Camerounais doivent commencer à comprendre en réalité de quoi il s'agit. Ils se sont retrouvés à une réunion où ils ont demandé à Samuel Eto'o de ne même pas être candidat. Mais pourquoi ils ne voulaient pas que Samuel Eto'o soit candidat? On lui a proposé la vice-présidence. On lui a proposé la vice-présidence. Et moi, je vais dire ici, je vais dire sur ce plateau, le grand frère Sédou, pour qui j'ai beaucoup de respect. On s'est retrouvé au Hilton. Je lui ai dit, grand frère, si Eto'o est candidat, Eto'o est ton ami et ton petit frère. Ne pose pas ta candidature face à Eto'o. Il va te battre. Il va te battre pourquoi? Parce que Eto'o est populaire. Le gouvernement ne va pas prendre le risque de voir les Camerounais dans la rue parce que Eto'o a perdu une élection face à toi. Par contre, négocie pour que tu sois vice-président de Samuel. Et tu vas garder ton poste à la CAF. Bon, ses conseillers lui ont donné d'autres conseils. Il a fait autrement. Le résultat est celui que j'avais prévu. Maintenant, Eto'o est présent à la FECAFOOT. Les gens ont donc peur que Eto'o qui n'est pas contrôlable, Eto'o qui n'a pas faim, Eto'o qui n'est pas prêt à vendre son pays, mette à nu les magouilles, comme il a dit, ou même qui disent l'argent qui est quelque part, qui doit être utilisé pour se partager. Eto'o dit cet argent doit servir au football. Puisque vous avez mis dans les comptes au nom de la Fédération camerounaise de football, cet argent doit donc servir pour le développement du football camerounais. Et c'est en ça que je dis donc que l'État camerounais doit soutenir Eto'o parce que s'il y a de l'argent, des milliards qui sont stockés dans des comptes bancaires pour le développement du football, pourquoi le gouvernement va encore se fatiguer à sortir l'argent de ses caisses pour subventionner le football amateur alors qu'il y a des milliards qui sont stockés à ses fins? Alors, Yam, donc le gouvernement a intérêt à soutenir Samuel Eto'o. On termine par vous, justement, sur cet aspect que vous avez si bien évoqué, qu'on audite les comptes entre la FIFA, la FECAFOOT, la CAF, la FECAFOOT, et même cette FECAFOOT et même ces instances vice-versa. Est-ce que s'il y a des manquements ou s'il y a quelques malversations constatées de part et d'autre, est-ce qu'il n'y a pas de risque que Samuel Eto'o soit l'agneau qui puisse être sacrifié? Parce que c'est quand même une histoire de gros sous et de grosses mafias et de gros intérêts. Je pense que dans la galaxie du football mondial, Eto'o, c'est l'étoile qui apparaît. Et vous savez, que vous ne le vouliez pas, une étoile, ça brille. Vraiment, soyez contents, soyez mécontents, l'étoile brille. Je vous ai dit, je ne parlerai de rien d'autre. Je ne parlerai que des comptes, d'argent, de transactions financières. Tout le bruit que vous entendez les gens faire là. Et je vais vous donner un secret. Chaque fois que vous entendez les gens bavarder beaucoup autour de quelque chose. Plutôt le Camerounais. Non, pas seulement. Cher frère, pas seulement. Parce que, bon, peut-être nous, c'est... Mais
Quand vous regardez dans le monde, nous sommes tous des êtres humains. Chaque fois que vous entendez les gens bavarder beaucoup et essayer de donner des coups de poing à quelqu'un, demandez-vous qu'est-ce qu'ils essayent de cacher. Vous avez quand même remarqué une animosité étrange pendant la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun. Vous croyez que c'est gratuit? Du tout. Si vous qui êtes un observateur, ce Bouba, de la scène politique, vous savez qu'à chaque fois que des pays essayent de se coaliser contre notre pays et créer une sorte d'animosité contre ce pays-là, il y a toujours un intérêt qui va s'exprimer en termes financiers. La vérité, et peut-être que d'ici quelque temps, un jour, vous nous inviterez encore sur votre plateau et on en reparlera. Laissez le TAS, laissez le Comité national olympique, laissez tout ça. Venez auditer les comptes de la FECAFO. Souvenez-vous, quand Eto'o a dit, il y a eu, un document, on a parlé d'audit des comptes. Vous avez vu le tollé que ça a soulevé? C'est le document qui a soulevé le plus de tollé. Parce que si vous auditez les comptes de la FECAFOOT aujourd'hui, vous auditez les transactions entre la CAF et la FECAFOOT, entre la FIFA et la FECAFOOT, croyez-moi, mais vous parlez du FBI, le monde du football va trembler. Mais c'est déjà fait, sans vous couper. Eto'o a fait exprès, et c'est pour ça qu'ils ont peur. Eto'o a fait exprès de donner l'audit à un cabinet américain. C'était à dessein. Le monde du football va trembler. Et ça, ce qui va se passer là, bientôt là. La seule chose que je crains, c'est la qualité, c'est qu'il faudra qu'il y ait une prise de parole très pointue et très mesurée de la FECAFOOT et de Eto'o et qu'ils laissent faire. Parce qu'au fond, les gens sont là, ils nous racontent une longue histoire. Le ministère des Sports au Cameroun aurait pu régler ce problème. Mais soit nos ministres n'étaient pas à la hauteur, soit ils ont estimé que ça n'allait pas dans le sens de leurs intérêts, soit ils ont estimé que ce n'était pas si grave, soit ils ont estimé que ce n'était pas si grave, mais le niveau de risque qu'il y a pour le Cameroun dans cette transaction-là est tel qu'ils auraient dû anticiper et régler le problème. Donc aujourd'hui, en fait, Eto'o ne lui arrivera rien. C'est un agneau peut-être, c'est justement pour ça que j'aime votre image de l'agneau. C'est un agneau, mais ce n'est pas un agneau sacrificiel, c'est l'agneau de la restauration. L'agneau de la restauration, c'est sur cette note peut-être qu'avec Samuel Zoké, comment vous voyez l'issue de ce problème? Bon, pour l'instant, je crois que nous demandons au gouvernement du Cameroun de prendre ses responsabilités. Parce que le gouvernement seul, garant du pays, est capable de régler ce problème de manière définitive et totale. Oui, et je voulais simplement dire que ce qui se passe à la FECAFOOT, si on reprend l'élection 1000 fois, que les gens se coalisent contre Samuel Eto'o, qu'il fasse tout ce qu'il veut, on va reprendre cette élection 1000 fois, Samuel Eto'o la gagnera 1000 fois, il n'y a pas de souci. Ouais. Y a-t-il pas de possibilité d'envisager un comité provisoire du moment où il y en a déjà un, 2009 mis en place, et donc du coup la situation se complexifie? On espère que les uns et les autres vont revenir à des meilleurs sentiments pour que seul l'intérêt général... Ce que je veux dire qui est important, parce qu'il faut que les gens sachent que les Camerounais ont arrêté d'être bêtes. Et je pense, ce que j'apprends, c'est que les gens de 2009 vont dire qu'ils sont solidaires à l'élection de Samuel Eto'o. Voilà. Ça commence à se dire. Voilà. Pour dire à la FIFA et à la CAF que si vous avez vos choses que vous voulez faire, vous n'allez pas utiliser les Camerounais pour régler ou bien pour cacher ce que vous avez fait ici et que maintenant on va mettre à la place publique. Les ramifications vont beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine avec l'affaire de la FECAFOOT. Et il vaut mieux pour la galaxie mondiale du football mondial que ça se calme très vite. Merci, cher monsieur. D'ailleurs, Bouba, il y a un acteur majeur qui avait dit, il l'avait prédit, que le Cameroun sera les tsunamis. Tous ceux qui sont à la CAF, à la FIFA, et qui voudraient faire de la fédération camerounaise leur strapontin. Alors, cet acteur s'appelle Abdourahmane, pour le citer normalement. Il a dit que le Cameroun sera le Vietnam de cette personne-là. C'est terminé pour aujourd'hui la rediffusion de ce programme. Ce sera ce soir quand il sera 23h30, la première, la seconde demain
à 23h30. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez Michael Kipchou aux commandes de Canal Presse. Quant à moi, il reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée. Allez regarder les programmes de Canal 2 International. D'ici à là, ne l'oubliez jamais, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien bonjour.